Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Puchois. Bonjour Stéphane. Bonjour Patrice. Alors Stéphane, effectivement, pour nos auditeurs, on se connaît depuis très longtemps parce que effectivement, quand j'ai créé les réseaux sociaux au groupe La Poste, on a travaillé ponctuellement ensemble. On a travaillé aussi avec Fred Cavazza, donc en fait, on se connaît depuis longtemps. Donc je préfère dévoiler un petit peu les coulisses de notre rencontre. Alors je dévoile aussi les coulisses de notre rencontre comme je le fais maintenant. On prendra de son un selfie tout à l'heure, mais on est dans ton agence Tout qui est à fait. située à Paris. Oui, on est à Beaubourg, au centre de Paris, et très heureux d'y être. Alors justement, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ton agence, Stéphane? Oui, je suis le président du cabinet conseil The Persuaders, qui est spécialisé dans le social media, agence que j'ai créée en 2010, qui a bien grandi depuis, parce qu'en 2019, nous avons intégré un studio créatif à la demande de nos clients. En fait, on faisait toute la partie stratégique et ils souhaitaient un peu naturellement que nous occupions de la création des contenus, de l'influence et autres. Et donc, on accompagne aujourd'hui des entreprises de premier plan sur leur stratégie, évidemment, en s'appuyant notamment sur les médias sociaux et toutes les interactions conversationnelles. Dès la première semaine de création, nous avons signé 3 gros clients, Renault, Société Générale et MAF. Donc, c'était plutôt un beau lancement. MAF est toujours un client au bout de 15 ans. Et on a une bonne dizaine de clients en compte, généralement en fil rouge, dont la moitié qui nous font confiance depuis plus de 7 ans. Ça va de Charles Pozzi, Ferrari, au CNRS, en passant par Nestlé, bienici.com. Donc des secteurs variés et des missions passionnantes. Et ce qui nous anime et ce qui nous différencie depuis toujours, c'est que nous accompagnons les organisations vers une compréhension plutôt humaine que technologique du digital. Ok. Voilà. Écoute, voilà pour cette présentation, effectivement. Et donc, l'idée de ce podcast, comme tu le sais, c'est de dévoiler aussi à nos auditeurs qui tu es, dévoiler aussi comment vous accompagnez les marques dans cette prise de parole sur les réseaux sociaux et comment on accompagne aussi des dirigeants et des collaborateurs. C'est d'abord la thématique de ce podcast. Donc, pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, toi qui, comme tu le disais, a créé une agence il y a quelques années maintenant, Ouais. comment tu vois l'évolution en fait des réseaux sociaux ces dernières années? Alors, je le vois, alors je vais reprendre un petit peu la genèse, mais on est passé d'échanges collaboratifs, comme les forums, aux des espaces d'échange plus personnels. Alors, il y a d'abord les blogs, les réseaux et cetera, qui sont devenus des véritables plateformes médias aujourd'hui, qui ont bien changé, qui sont dominés maintenant par des enjeux publicitaires et des algorithmes, donc toujours plus puissants et changeants. Donc on doit s'adapter constamment, qu'on soit créateur de contenu, qu'on soit, finalement dirigeant d'entreprise avec des volontés, soit de médias, soit de prise de parole sur ces supports. Et aujourd'hui, les abonnements aux personnes comptent moins que que les recommandations des algorithmes. Donc on est passé, d'abord des contenus avec les forums, on suivait des thématiques et des contenus plutôt que des personnes. Ensuite, il y a eu cette transition où on suivait les personnes sur LinkedIn, sur Facebook. Et les contenus reprennent du pouvoir. Avec le scroll infini qui est devenu la norme, les algorithmes, comme je disais, qui poussent toujours plus de contenus, et qui les poussent plus que les relations interpersonnelles. Donc on a toujours besoin de cette nouveauté de contenu, d'attention finalement qui est de plus en plus courte. Donc des acteurs comme TikTok, par exemple, ont imposé des nouveaux codes, des vidéos très courtes, des contenus très riches. Et donc des plateformes, on les ont toutes adoptées. La TikTokisation des plateformes, c'est aussi vrai que l'Instagramisation il y a 5 ou 6 ans. Donc on pense un format maintenant pour TikTok qu'on va déplacer un petit peu partout, avec des reels, avec des shorts, avec des choses comme ça. Donc on est sur quelque chose où le réseau ne compte plus vraiment finalement, c'est le contenu avant toute chose. Le contenu et le contexte changent un petit peu en fonction des algorithmes encore une fois, mais on a des choses qui changent beaucoup. Les plateformes se battent pour retenir les créateurs, encore une fois, avec des fonds de monétisation, des abonnements, des dons, du shopping intégré, des choses comme ça. Donc on a eu un passage finalement du contenu roi à la personne, et le contenu revient en force avec une économie des créateurs qui ont besoin finalement de cette attention. L'IA qui transforme beaucoup le paysage, évidemment, ça fait partie des sujets. Mais aujourd'hui, chacun peut devenir un média, finalement. Et c'est là aussi quelque chose qui change. Historiquement, sur les médias sociaux, on voulait juste partager, échanger. C'était plutôt bienveillant, bon enfant, et on consommait beaucoup de contenu. Maintenant, tout le monde, ou presque, peut devenir créateur, ce qui sature de plus en plus et uniformise les contenus. Aujourd'hui, sur TikTok, une trend, c'est intéressant, tout le monde la reprend. Quand on copie un tweet ou quelque chose sur des réseaux
plus sociaux que médias. Il y a encore 5-10 ans, tout le monde hurlait au plagiat. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de refaire la même chose. Donc on uniformise. L'IA aide encore plus à cette uniformisation, mais on observe quand même malgré tout un retour à des espaces plus personnels, alors qu'ils ne sont plus publics ou plus de la même manière avec les WhatsApp, Discord, des communautés privées, où l'engagement est plus fort. Et à la fin de la journée, on revient toujours à l'humain parce que c'est ce qui compte le plus. C'est des gens qui parlent avec des gens. OK. Alors justement, souvent, quand on interroge comme ça les agences ou les marques, ils ont une vraie difficulté de cette bascule, comme tu le disais aussi sur la partie privée, hein, avec ces canaux WhatsApp, hein, notamment. Alors on connaissait les groupes Facebook à l'époque, mais maintenant on est bien sur d'autres canaux. Comment aujourd'hui vous arrivez à, quand vous accompagnez une marque ou un leader, à lui donner une vision exhaustive de sa présence sur les réseaux sociaux? Puisque effectivement on n'a pas forcément accès à tous ces éléments-là. C'est très difficile de donner la vision exhaustive parce que ça bouge tout le temps. Il y a des nouveaux supports qui se créent tout le temps, d'autres qui sont des MeToo, alors avec le grand drama autour de X, avec des threads, avec des Blue Sky, etc. Typiquement, c'est est-ce qu'il faut que je sois partout tout le temps? Est-ce que mon contenu doit être sur toutes les plateformes? Est-ce que finalement, on n'est pas déjà sur toutes les plateformes et est-ce qu'on ne va pas choisir son point de contact? Est-ce que j'ai envie de suivre un dirigeant sur LinkedIn, sur une newsletter sur X? Ça, c'est à peu près le serpent de mer, finalement. C'est est-ce qu'on se dit, on va verticaliser tous les supports et puis sur X, je vais parler un petit peu de l'air du temps et puis sur LinkedIn, des choses plus profondes et une vision plus stratégique de l'entreprise. Ça, c'est compliqué. Et finalement, nous, quand on accompagne les leaders, que ce soit les grands dirigeants ou les présidents ou présidentes de grandes structures, on préfère l'empowerment. En gros, c'est on vous donne les clés, on vous donne la compréhension. À vous de voir où vous êtes à l'aise pour l'expression. On compensera quoi qu'il arrive sur d'autres supports avec des choses qui sont plus assistées par la marque et par l'entreprise. Mais en tout cas, il faut que le leader soit plutôt serein et à l'aise avec son espace d'expression parce que c'est conversationnel, parce qu'il y aura des détracteurs, des rieurs et des personnes qui peuvent le chahuter sur ces supports en fonction des thématiques de l'entreprise. Mais en tout cas, lui donner une image figée, arrêtée, à partir du moment où on a fait le slide, 2 jours après, il est plus bon. Donc ça, c'est compliqué de se dire, voilà le terrain de jeu, voilà toutes les pièces du puzzle et voilà l'image globale que vous allez avoir. C'est plutôt des moments, c'est plutôt des espaces et c'est plutôt des sujets, plutôt que des contextes de prise de parole pour nous qui nous semblent, en tout cas, être sur ces typologies de personnes, Ouais. l'enjeu. OK. Alors, et toi, tu as un réseau social préféré et est-ce que, justement ce réseau social, en tout cas, ça a évolué dans ton usage, par rapport aux évolutions notamment de l'utilisation de ces canaux? Alors, moi, mon rapport, il a beaucoup évolué parce qu'historiquement, j'étais plutôt sur des plateformes de contenu plutôt comme affinitaires, un peu comme Pinterest, Instagram, des choses comme ça. Moi, j'étais très fan des Notecode, des Found, des Fubiz, des choses avec du contenu visuel plutôt que du contenu conversationnel. C'est pour ça que TikTok, en ce moment, est un réseau qui me surprend parce que c'est à la fois un laboratoire créatif et un moteur de découverte assez incroyable. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de technicité aussi. Aujourd'hui, on voit des mômes qui utilisent des CapCut de l'IA, etc., et qui font des choses que certains DA seniors n'arrivent pas à faire avec des outils classiques de la suite Adobe. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant et il y a une richesse qui est vraiment incroyable et un renouvellement finalement assez génial sur la création. J'ai pas vraiment de préféré. Et puis, que ce soit pour l'inspiration visuelle, comme je le disais, la veille, les réflexions professionnelles ou le divertissement pur, en fait, je mélange un peu tout. Je suis tout le temps partout. Je connais pas mes temps de consommation sur mes supports parce que ça serait effrayant, donc j'ai retiré les notifications. Mais en tout cas, je sais que à la fois l'inspiration professionnelle ou personnelle s'enrichissent des différents supports. Si je devais en garder qu'un, c'est peut-être celui que j'aime le moins, c'est Facebook, parce qu'il y a les personnes que je connais qui s'y trouvent et des personnes qui sont soit à longue distance. Et donc, c'est ce petit lien faible que j'ai avec eux où de temps en temps, je vois un contenu, je vois que tout va bien et ça me fait plaisir. Mais finalement, c'est peut-être celui que je garderai en dernier et c'est peut-être celui qui m'est le moins utile au quotidien dans mes fonctions, même dans mes usages personnels. OK. Mais alors tu t'obliges, entre guillemets, hein, à poster régulièrement quand même par rapport à un positionnement que tu as sur les réseaux sociaux, sur les réseaux que tu évoques? Alors moi, je poste pas beaucoup. J'ai jamais vraiment aimé trop m'exposer. Déjà parce que je voulais pas que The Persona soit la petite boîte à la mode, parce que tout ce qui est à la mode se démode. Donc j'ai toujours aimé être sous les radars.
et 95% de mes clients viennent du bouche à oreille. Je fais pas de publicité, je vais pas démarcher. J'ai une posture un peu différente de pas mal d'acteurs de mon secteur. Je publie un petit peu sur X, sur Facebook. Je fais quelques posts sur Insta, et encore que les posts, c'est plutôt mes photos de vacances dans mon feed, je fais quelques stories, etc. Mais c'est pas pour moi quelque chose qui est indispensable. On peut être très présent sur les réseaux en lisant, en commentant, en participant, et puis on peut être très distancié en poussant juste des contenus, en lisant jamais les commentaires et en se fichant finalement des interactions sociales. Ça, c'est un usage que j'aime peu. Il y a beaucoup de dirigeants, typiquement, qui se disent mon contenu est bon, je le poste et puis après je pars faire autre chose. Il faut suivre, il faut écouter, il faut entendre. Donc je suis plutôt dans l'écoute plutôt que dans la prise de parole sur ces supports. D'accord. C'est vrai que de toute manière, enfin, c'est un peu un incontournable dans les gens que j'interroge. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est un prisme que j'ai sur les réseaux sociaux où je considère qu'effectivement, il vaut mieux, en tout cas, commenter, être en interaction que absolument vouloir poster et s'obliger à poster. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le rappeler à nos auditeurs, hein, je constate encore, pour regarder beaucoup dans le cadre de l'accompagnement que j'ai des dirigeants, qu'il y a beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui postent, mais derrière, il n'y a aucune interaction, il n'y a aucun commentaire. Et je dis toujours, c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière, que en fait, finalement, ce qu'attend la personne, elle fait l'effort, entre guillemets, de te mettre un commentaire. Donc, un minimum, tu le likes et éventuellement, si tu peux lui donner une petite Ouais, interaction. c'est sûr. C'est intéressant parce qu'effectivement, la personne va se dire après, mais quel effort j'ai encore à faire. Enfin, alors, sauf quand c'est un très grand dirigeant et on sait que les gens commentent pour plutôt ce qu'il représente. Se valoriser, oui. Voilà, que la personne. Mais en tout cas, c'est toujours incontournable, en tout cas, pour les gens qui nous écoutent, effectivement, n'oubliez pas de passer autant de temps, voire plus de temps sur ces éléments d'interaction que forcément toujours de privilégier le contenu parce qu'effectivement, derrière aujourd'hui, comme tu le disais, il y a beaucoup de gens qui peuvent produire du contenu, mais finalement, peu de personnes qui interagissent Oui. avec ces dirigeants. Et même moi, je m'aperçois sur des dirigeants que j'accompagne. En fait, des fois, comme ils ne sont pas forcément toujours très connus, donc ils n'ont pas cette traîne de gens qui vont Oui. les magnifier. Et finalement, en fait, ils accordent beaucoup d'importance aux commentaires, parce que comme ils en reçoivent peu, Oui. pour certains. Et donc, finalement, en fait, je me dis, il ne faut pas hésiter, en tout cas, à commenter auprès des dirigeants ou des sociétés avec qui on veut interagir, ou qu'on cherche en termes de développement de business, parce que ça, c'est aussi des choses qui sont intéressantes. Alors, sur la partie accompagnement, si on revient sur la partie accompagnement que tu as avec les marques, les collaborateurs, les dirigeants, aujourd'hui, pour toi, quand tu as comme ça un dirigeant qui vient te voir et qui te dit, bah voilà, j'aimerais bien que vous m'accompagniez sur la leader advocacy, comment aujourd'hui, toi, tu lui donnes quel conseil, comment vous l'accompagnez pour justement lui permettre d'être beaucoup plus performant? Alors moi, je crois beaucoup au learning by doing. En gros, c'est parce que tu expérimentes que tu apprends. Les guidelines, les choses un petit peu figées, voici les 10 grandes clés pour être un dirigeant efficace et pertinent sur les réseaux sociaux. J'y crois assez peu parce qu'en fait, c'est quelque chose qui doit être extrêmement incarné. S'il n'a pas envie, il n'ira pas. Et si on écrit pour lui, bon, il n'y a pas tellement d'intérêt. La marque est bien mieux placée qu'un dirigeant pour ce type de contenu. Donc, plutôt que des règles et des guidelines, moi, je l'invite déjà à suivre des personnes, à regarder, à apprendre. On a tous fait comme ça, en fait, hein. On a copié, on a vu un Loïc Lemer qui bloguait, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc, puis après on s'est dit pourquoi pas moi, je serais peut-être moins intéressant, mais j'ai peut-être quelque chose à dire, et puis à moi aussi de jouer ma partition. Donc c'est à peu près la même chose. Chaque dirigeant doit s'inspirer de ce que font les autres, doit lire beaucoup avant de prendre la parole. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Dans n'importe quel appareil social ou dans n'importe quelle communauté, si tu arrives dans une soirée et que tu commences à parler avant d'écouter, bon, c'est quelque chose qui est au mieux indélicat et au pire complètement à côté. Donc, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut être évidemment il faut rester authentique. Les messages doivent refléter la personnalité de celui qui parle. Sinon, c'est un boulot de CR, c'est très bien écrit, mais finalement, ça ne parle pas. On n'a pas cette aspérité qui fait qu'on a envie de le lire, de l'écouter. Donc, c'est le premier point. Il doit porter et partager ses idées, des expériences, une vision, la vision de l'entreprise. Il a le droit d'être lui, il a le droit de raconter aussi ce qu'il fait le week-end. S'il aime les expositions, etc., ça va enrichir sa personnalité. Et finalement, on va se dire que c'est une vraie personne qui parle et pas finalement un copywriter d'agence qui lui a écrit son contenu. Il faut de la régularité. Une prise de parole ponctuelle, ça suffit pas. Il faut instaurer un rythme, même s'il est modeste. Mieux vaut écrire une fois par semaine, une fois par mois,
mais le faire de manière un peu métronomique et de prendre le temps de savoir ce sur quoi on va s'exprimer, que d'avoir une parole un peu spontanée tous les jours. Certaines entreprises s'y prêtent bien, d'autres c'est un peu plus compliqué. On est sur des très gros comptes, quelquefois industriels. Donc évidemment, les temps sont plus longs que le temps de la prise de parole spontanée. L'interaction, tu l'as dit, c'est super important. Répondre, commenter, dialoguer, c'est vraiment les médias sociaux, c'est d'abord ça, hein. C'est pas des plateformes de contenu, c'est des plateformes d'interaction et d'échange. Et puis, si je vois que le dirigeant échange et puis qu'il répond aux commentaires, j'aurai plus de sympathie à son égard, j'aurai plus de compréhension de sa personnalité, donc j'aurai tendance à plutôt le suivre. Il y a un point qui est très important, et je vais reprendre les mots d'un ami, Laurent Vimon, qui a été le président de Century 21 et un patron très influent sur les réseaux sociaux, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, c'est le dirigeant qui dit à toute son entreprise, allez-y, postez, tel des distributeurs de prospectus, prêchez et distribuez la voix de l'entreprise sur vos réseaux sociaux, qui sont souvent des espaces privés. On paraît que sa communauté elle vient avec nous. Si on n'est pas exemplaire et qu'on ne publie pas, finalement, à quoi bon, moi, en tant que collaborateur, essayer de faire le job de l'entreprise si le président, si les grands directeurs généraux, marketing, communication et relations clients ne le font pas. Donc l'exemplarité, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et c'est cette recette, je crois, qui fait que certains dirigeants émergent. Parce qu'en fait, on a ces ingrédients, finalement, cette exemplarité, cette authenticité, cette régularité, les interactions sociales. C'est pas très compliqué, il suffit d'avoir envie de raconter qui on est, ce qu'on fait, et la communauté suit généralement. OK. Alors, est-ce que tu as, moi, j'ai toujours, des interrogations parce qu'il y a des marques, des fois, qui viennent me voir et en fait, elles souvent rentrent par plutôt la question, en fait, en disant: «Je voudrais accompagner mes collaborateurs dans la prise de parole, sur les réseaux sociaux» et finalement, on oublie un peu le dirigeant. Est-ce que tu constates encore cette évolution où, en gros, c'est presque la solution de simplicité, même si le volume n'est pas le même puisque c'est tous les collaborateurs et finalement, on se dit: «Bah, on va, vouloir, ça marche moins les réseaux sociaux, il y a moins, d'interaction donc on va passer» tout le monde nous dit qu'aujourd'hui les profils personnels fonctionnent mieux donc on va passer par l'employé advocacy. Est-ce que tu constates encore toi cette évolution où il y a quand même une bascule aujourd'hui où c'est un incontournable et en gros c'est avoir une vision 360 du leader, du, collaborateur et éventuellement même, moi ce que j'appelle les partenaires, c'est-à-dire des gens qui sont, en phase avec la marque sur lequel on peut aussi, travailler? Alors, il y a pas mal de choses qui se croisent, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de vanité. Il y a beaucoup de dirigeants qui veulent y être parce que leurs concurrents sont très puissants et que les journalistes leur en parlent, ou alors qui viennent chercher des informations de première main, ou quand on souhaite interroger quelqu'un sur une thématique, on va chercher le plus loquace, et donc on va chercher la personne qui est la plus puissante sur un leader advocacy. Donc il y a cet effet un petit peu de miroir en se disant, mon concurrent y est, il faut que j'y sois. Il y a aussi toute cette démarche porté par la communication, le marketing, en se disant c'est à la fois de la crédibilité, de l'engagement des équipes, la portée organique, comme tu l'as dit, est bien supérieure au message un petit peu officiel et au message de l'entreprise. C'est une question de culture d'entreprise aussi. Il y a des dirigeants qui s'exposent et qui vont au front, d'autres qui sont complètement cachés, qui sont plus des dirigeants gestionnaires que des dirigeants leaders finalement, ou promoteurs, qui ne sont pas en médias, qui ne sont pas intéressés par les RP, qui ne sont pas intéressés par la prise de parole et qui sont finalement d'excellents techniciens et d'excellents dirigeants d'entreprise. Et puis d'autres qui ont besoin de se montrer, alors soit pour leur employabilité plus tardivement dans leur carrière et qui ont besoin de cette visibilité. En tout cas, chacun doit voir ce qui doit y trouver. On ne doit pas pousser l'entreprise dans le dos à faire d'advocacy ou du leader advocacy, parce que si on ne le sent pas, les risques sont quand même assez importants. Il y a 20 ans, 25 ans, il y a 4-5 personnes de l'entreprise qui avaient le droit de parole. Le DRH, le président, le DG, à la limite, quelqu'un à l'innovation, mais finalement, c'était vraiment très restreint et les autres devaient se taire et ne surtout pas communiquer ce qui se faisait dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une bascule, on veut que sur les 10 000 collaborateurs, 10 000 deviennent ambassadeurs, prennent la parole, soient pertinents, intelligents, émouvants et tous les superlatifs qui vont bien à ce type de démarche. En réalité, le cadrage doit être tellement fin pour que le risque disparaisse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un risque chrysogène potentiel, hein, quand tout le monde s'exprime sur un sujet de société, un sujet économique, etc. Avoir 10 000 collaborateurs qui ont un social media training, qui sont bien formés, qui savent où s'arrête la ligne jaune, qu'on ne peut pas dépasser, c'est un peu compliqué. Donc, je parle d'exemplarité. Évidemment, être porte-étendard, c'est bien.
distribuer la parole de l'entreprise. Mais de porte-parole, c'est plus complexe. Le rôle des dirigeants, c'est évidemment d'être exemplaire, c'est de donner la trajectoire, la voie, la vision, de parler de ces sujets. Les collaborateurs doivent s'en inspirer, mais ne doivent pas essayer de refaire la même chose, c'est souvent le cas. Si le président parle de ça ou le DG parle de ça, j'ai le droit d'en parler aussi. C'est quelque chose qui doit se maîtriser et avoir une bonne partition, c'est quelque chose qui ne se dirige pas depuis une agence, mais vraiment qui se vit depuis l'entreprise. Donc, des collaborateurs sensibilisés, c'est bien, formés, c'est bien. Des dirigeants acculturés et accompagnés, c'est beaucoup mieux. Et si on arrive à avoir cette mécanique, on commence à avoir des entreprises qui sont intelligibles et qui sont pertinentes. Ok. Alors, la REF a eu lieu il y a quelques semaines, parce que c'était début septembre. Quand j'ai écouté pas mal de dirigeants, en fait, on a senti, et même je crois que c'est aussi une volonté du MEDEF de travailler sur le sujet, c'est de se dire aujourd'hui, les dirigeants, il faut aussi qu'ils prennent la parole sur alors non seulement des enjeux économiques de leur société, mais plus largement des enjeux sociétaux. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est une chose que tu conseillerais? Comment toi, tu perçois cette évolution, avec le risque forcément que ça intègre pour un dirigeant, de sortir de sa thématique uniquement entreprise et d'être beaucoup plus ancré dans la société? Par essence, une entreprise est ancrée dans la société, c'est-à-dire que les effets de bord économiques, sociétaux, politiques, géopolitiques, tout a un impact. Est-ce qu'on prend la parole? Est-ce qu'on engage l'entreprise sur ces sujets-là? J'ai envie de dire que quand on est dirigeant, créateur de sa propre entreprise et puis 100% propriétaire, c'est plus facile. Moi, si aujourd'hui je m'exprime et que je vais à l'encontre du marché parce que j'ai décidé de le faire, avec ma petite boutique de 15-20 personnes, il y a assez peu d'impact. Quand on est dirigeant et qu'on a des actionnaires, c'est plus compliqué. Et en fait, il faut réussir à inscrire son entreprise dans l'air du temps, évidemment. Est-ce qu'il faut parler de ces sujets sociétaux? Si on est à l'aise avec le sujet, si l'entreprise s'y prête, si la posture de l'entreprise est ainsi faite, sinon on a l'impression d'un dirigeant qui part en vrille et qui est complètement dissonant, soit de la prise de parole de l'entreprise, soit de ce qui peut se faire en presse. Donc les médias sociaux, c'est pas juste une pièce d'un puzzle, c'est vraiment une partie de l'image complète qu'on doit donner de l'entreprise. Donc est-ce qu'on doit s'engager? Ça appartient à chacun de se poser la question de savoir jusqu'où il va. Pour moi, c'est pas une nécessité. Et toutes les injonctions qu'on donne aux entreprises depuis toujours, tu te rappelles au début des médias sociaux, c'était la transparence. Il fallait être transparent parce que c'est ce qu'attendait l'internaute. Apporter de la clarté, c'est bien. La transparence, pas nécessairement. On n'est pas obligé de tout dire. Et si on n'a pas envie de s'exprimer sur un sujet, on a le droit de le faire. C'est aussi de la liberté. C'est pas une dictature bienveillante en se disant il faut le faire parce que le MEDEF l'a dit ou parce que l'air du temps ou parce que l'algorithme l'impose. C'est comment je pilote ma communication, comment je pilote la posture de mon entreprise. Que je sois dirigeant ou que je sois directeur de la com ou du marketing, c'est les mêmes questionnements. C'est comment je me positionne et comment j'apporte finalement de la prise de parole sur certains sujets. Et ça, c'est quelque chose qui se décide et pas quelque chose qui s'impose depuis l'externe, à mon avis. Alors, il y a une évolution forcément aussi, tu parlais tout à l'heure tu parlais à l'instant, pardon, de transparence. Il y a une évolution aussi qu'on constate, assez fortement, sur LinkedIn, qui est la question un peu traditionnelle de ce podcast. C'est qu'aujourd'hui, forcément, il y a ce qu'on appelle, alors tu as parlé de TikTokisation, toi, des réseaux, mais là, on parle de Facebookisation de LinkedIn. C'est-à-dire, je parle de plus en plus de choses très personnelles, sur LinkedIn. Comment toi, tu perçois cette évolution? Alors moi, j'ai un sentiment assez ambivalent sur le sujet. D'un côté, je trouve que c'est positif, ça humanise la plateforme. C'était très désincarné à une époque et puis c'était très technique. Donc, montrer les visages derrière les posts, c'est pas mal. Ça crée plus d'engagement, évidemment, mais c'est pas que pour ça. Les histoires personnelles, quand elles sont bien reliées à un apprentissage dans l'entreprise, un enjeu pro, ont une vraie valeur, finalement, parce que on n'est pas un collaborateur pendant 8 heures et puis une personne le reste de la journée. On est qui on est tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Après, il y a un risque de dilution, trop de contenu purement perso, racoleur, parce que ça amène du like, ça amène de l'empathie, ça amène du bravo, du waouh, etc. Ça fait perdre un peu sa spécificité à LinkedIn, qui est quand même le réseau un peu faux cul par excellence, hein. Évidemment, on trouve que tout est formidable, tout est génial, c'est assez peu polémique. On n'est pas sur une plateforme où on se cache derrière un pseudo et où la tendance est plutôt d'être chahuteur. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu consensuel. Mais encore une fois, si ce positionnement
du réseau qui parle travail, économie, innovation, management, et finalement patiner et mélanger avec des choses plus personnelles, pour moi, c'est un plus. C'est un appareil social comme les autres, c'est un réseau social comme les autres qui doit finalement intégrer de la personnalité. Moi, le risque que je vois le plus, parce qu'on est dans les isations des choses, c'est plutôt la chat GPTisation de LinkedIn qui m'inquiète, parce que les contenus désincarnés reviennent. Alors c'est beau, c'est bien fait, tout le monde publie des posts structurés en 3 parties, avec une punchline d'intro, un call to action à la fin. C'est bien, c'est technique, sauf que c'est plus quelque chose qui est fait pour l'humain, c'est quelque chose qui est fait par un robot pour des robots. Donc ça m'embête un petit peu, les fils d'actualité se ressemblent, ils perdent en spontanéité, en crédibilité selon moi. Et l'IA qui n'est plus utilisée comme un assistant, mais plutôt comme un copywriter finalement, qui n'est plus un outil pour aider à formuler ou à structurer ou à gagner du temps, mais qui fait le fond et la forme. Là, pour le coup, s'il y avait quelque chose que je devais privilégier, je préférerais le petit côté Facebook et le moi-je plutôt que le contenu très technique qui transforme LinkedIn en un immense catalogue de posts génériques. Ouais, OK. Alors on rappelle aussi à nos éditeurs, comme on le dit assez souvent, c'est que, vous êtes aussi maître, même si c'est un algorithme, vous êtes aussi le maître de ce que vous avez dans votre feed. Donc, en fonction de ce que vous regardez, en fonction de ce que vous likez, en fonction de à qui vous abonnez, forcément, LinkedIn vous propose. Donc, n'hésitez pas à masquer ou désabonner aux gens que vous trouvez effectivement inintéressants pour rester sur des communautés qui soient en phase avec votre mode de fonctionnement, sur ce que vous aimez, parce qu'effectivement, il y a des gens qui aiment bien cette utilisation, d'autres qui aiment moins. Et donc, effectivement, n'hésitez pas à avoir une action dynamique sur le sujet pour que votre feed vous ressemble. C'est aussi le principe des algorithmes. Alors, il y a forcément, on parle d'un algorithme, t'en a parlé tout à l'heure, il y a de TikTok qui est donc un incontournable, on va dire, dans l'univers social média, mais pas forcément sur la partie prise de parole B2B ou leader advocacy. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses que ça peut être un ressort pour un dirigeant ou pour des collaborateurs d'être présents justement sur TikTok? Alors oui, moi je trouve que TikTok est de plus en plus pertinent, parce que c'est en train d'évoluer, hein. C'est plus la plateforme qu'on a connue à ses débuts, et puis les petites danses. On voit émerger d'autres usages, même en B2B. Certains experts en entreprise l'utilisent pour des formats courts pour vulgariser des sujets complexes. Finance, droit, tech, énergie, il y a pas mal de prises de parole sur le sujet. Ça permet de toucher des audiences qu'on ne capterait pas avec LinkedIn et X, parce que il y a déjà un contenu assez addictif et puis on consomme énormément, donc l'algorithme pousse des contenus de plus en plus affinitaires. C'est quelque chose d'assez intéressant. En com corporate, TikTok, c'est les réseaux d'authenticité, donc si c'est la posture de l'entreprise, c'est quelque chose qui est assez important. On monte les coulisses, on fait incarner la culture d'entreprise par les collaborateurs, on met en avant des parcours, on valorise une expertise, ça marche plutôt bien. C'est un excellent levier de marque employeur aussi. Latran, Carglass et d'autres l'utilisent très intelligemment pour recruter, parce qu'on veut des typologies assez spécifiques qu'on ne retrouve pas nécessairement sur les autres réseaux. Et puis, quand on veut aller chercher un technicien ou une personne pour de l'apprentissage, etc., c'est bien plus efficace que d'aller sur d'autres plateformes. Donc, pour moi, le vrai enjeu, c'est le ton, c'est la tonalité. On ne peut pas venir sur TikTok avec les codes traditionnels du corporate, sinon on est complètement en dissonance avec l'outil, sans pour autant tomber dans le langage de la plateforme, hein. Il ne faut pas utiliser les mêmes codes que les créateurs de contenu dessus, parce que sinon, on va se retrouver avec les lip dubs des années 2010, quoi. Ça va foutre la honte à toute la structure et à tous les collaborateurs. Et on va se retrouver avec des choses où on va se dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, il n'y a pas, encore une fois, finalement, plusieurs entreprises en fonction des réseaux. Il y en a une, et puis une posture avec des codants qu'on travaille un peu différemment sur le support. Sinon, on passe de la posture à l'imposture. On n'est plus qui on est, et puis on raconte tout à fait autre chose. Et là, on n'est pas reconnu. Mais oui, TikTok, clairement, peut devenir, au-delà de la cible jeune, pour le B2B et comme pour le corporate, un outil central aux prises de parole de l'entreprise, à la création de contenu, à condition d'y accepter ses codes, mais d'avoir une vraie intention créative qui nous correspond. OK. Alors on arrive au terme de cette émission, Stéphane, et
L'idée, c'est justement que tu nous partages un certain nombre de noms de personnes qui, pour toi, sont intéressantes à suivre. Et l'avantage, je trouve, finalement, je m'aperçois qu'on est en troisième saison. Donc, on va être à 70, je pense, à peu près épisodes minimum. Et en fait, je m'aperçois que j'ai des visions très différentes grâce justement à ces noms qui nous sont donnés. Alors, j'ai même eu des gens qui font de l'apnée. Enfin, ouais, il y a vraiment de tout. Et donc, je trouve que c'est une vraie richesse de s'apercevoir que finalement chacun a des références différentes. Mhm. Et finalement, quand on suit ces différentes personnes, bah, ça vient nourrir aussi notre réflexion. Donc, est-ce que tu aurais quelques noms de personnes à suivre? Ah ouais, j'ai quelques noms évidemment, des personnes que je suis, alors qu'ils sont clients ou pas, hein. L'idée, c'est pas de se dire, je fais la promotion des personnes qui, qui payent les honoraires et finalement à qui je rends finalement un peu de visibilité. C'est pas le sujet. En réalité, LinkedIn, tu l'as dit, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour aller chercher des personnes, des contenus et puis pour aller chercher ceux qui nous intéressent. Donc évidemment, si vous êtes plutôt intéressé par l'économie, suivez le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. C'est passionnant de l'écouter et avoir accès à ça, c'est quelque chose qui est fascinant en fait, hein. On peut écouter des dirigeants parler de sujets très variés très facilement avec un outil qui est gratuit, donc il ne faut pas s'en priver. Si vous êtes intéressé par l'énergie, Catherine McGregor d'Engie par exemple, ou Sandrine Meunier de Natran, qui, pareil, qui vulgarise des sujets complexes. Si c'est l'immobilier qui vous intéresse, c'est évidemment Charles Marinakis de Century 21 qu'il faut suivre. Pour la grande distribution, Dominique Schelcher, par exemple, de la coopérative U, qui parle souvent de Goldorak. Donc là aussi, Ouais, j'ai vu qu'il y évidemment. avait une interaction récente avec Oui, lui. c'est fascinant. Enfin, Ouais. c'est quelque chose. Et puis il répond, il interagit, etc. Donc ne serait-ce que pour ce point-là, il faut le suivre. Mais en tout cas, investissez quelques minutes à chercher les entreprises, les secteurs qui vous plaisent. Vous verrez que les patrons qui sont prolixes sur la plateforme le font souvent avec beaucoup de passion et puis d'intention de porter des messages. Donc si vous êtes sensible à ça, suivez-les. Encore une fois, c'est facile, c'est gratuit et puis on sait ce que pense un dirigeant sur un secteur. Ça éclaire bien plus qu'une newsletter ou qu'un communiqué de presse. Puis c'est tellement facile à faire que c'est quelque chose dont on ne doit pas se priver. Eh ben, écoute, merci mille fois Stéphane de ces échanges et ta participation au podcast Leader Advocacy. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a un site aussi associé qui est leaderadvocacy.com. Alors, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager ce podcast à un ou une amie, ou à mettre une note sur les plateformes, parce qu'effectivement, c'est aussi comme ça que le podcast se développe. Alors, il se développe énormément, effectivement, et ce que je disais à Stéphane, j'ai beaucoup de demandes maintenant, donc je suis plutôt en train de sélectionner les différentes personnes, parce que c'est une thématique aujourd'hui qui est aujourd'hui devenue incontournable, je pense, dans la réflexion de prise de parole des entreprises, cette partie leader advocacy. En tout cas, n'hésitez pas à partager ou à faire découvrir à un ou une amie notre podcast. Et on se retrouve dans 15 jours encore pour une nouvelle rencontre autour de la leader advocacy. Merci Stéphane. Merci Patrice.